Anatomie modale et variante du polygone de Willis et des troncs supraortiques par Alfredo Cantarina, manipulateur à l'hôpital Bicêtre, hôpital qui appartient à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Il s'agit d'une présentation autour de deux zones anatomiques que sont les troncs supraortiques et le polygone de Willis. Nous commencerons par présenter l'anatomie modale, puis les variantes de ces deux éléments anatomiques. Qu'est-ce que l'anatomie modale ? On ne parle pas de l'anatomie standard ou de l'anatomie normale. L'anatomie modale est celle que l'on a sur les schémas et qui s'applique à une majorité de la population. Comme vous le voyez sur cette image, vous avez un schéma anatomique des TSA et une image de l'anatomie modale des TSA, c'est-à-dire que l'image correspond au schéma. Sur l'image suivante, nous avons un parallèle entre l'anatomie modale et une variante. Donc, sur l'anatomie modale, de la crosse de l'aorte naît le tronc artériel brachiocéphalique, puis la carotide primitive gauche, puis l'artère subclavière gauche. Et bien, vous voyez que sur la deuxième image, un tronc commun va donner naissance à l'artère carotide primitive droite et gauche. C'est ce que l'on appelle une variante anatomique. Le plan de cette présentation, nous commencerons par présenter l'anatomie modale, puis les variantes au niveau des troncs supraortiques, puis nous ferons de même pour le polygone de Willis. Les troncs supraortiques. Ils sont constitués de deux réseaux, le réseau carotidien et le réseau vertébro-basilaire. L'ensemble constitue les TSA. Le réseau carotidien. Au niveau de la crosse de l'aorte naît ce que l'on appelle le tronc artériel brachiocéphalique, que l'on appelle avec l'acronyme le TABC. Ce tronc donnera naissance à l'artère subclavière droite et à la carotide primitive droite, que vous voyez en jaune sur le schéma. Puis, de la crosse de l'aorte naît également l'artère carotide primitive gauche, en jaune, toujours sur le schéma, et l'artère subclavière gauche. Les deux carotides primitives se diviseront au niveau de la quatrième vertèbre cervicale en artère carotide interne et artère carotide externe. Le réseau vertébro-basilaire est lui constitué des artères vertébrales qui naissent des artères subclavières. Elles se rejoindront pour former ce que l'on appelle le tronc basilaire que vous voyez en haut de l'image en violet. Sur cette image, nous précisons que les artères vertébrales ont 4 segments ou 4 étages qui se nomment le V1, V2, V3, V4. Après avoir révisé l'anatomie modale, voici donc quelques variantes régulièrement rencontrées en routine clinique. Sur ces deux premières images, nous voyons que les carotides primitives droite et gauche peuvent avoir un orifice commun à l'origine, que nous voyons par la suite sur cette image en reconstruction sur une console post-traitement. Sur les origines communes des deux carotides, nous pouvons avoir aussi ce que l'on appelle un tronc bicarotidien, qui est un tronc commun et non pas un orifice commun, qui donnera naissance à l'artère carotide primitive droite et gauche. Nous voyons également ce tronc sur une image d'une console post-traitement. Autre type de variante rencontrée lorsqu'il n'y a pas de TABC et que l'artère carotide primitive droite naît directement de la crosse de l'aorte. Nous voyons sur l'image de droite que la vertébrale droite naît bien de l'artère subclavière droite. Autre type de variante rencontrée, c'est la naissance de l'artère vertébrale gauche directement de la crosse de l'aorte. Vous le voyez sur l'image de face et sur une coupe un peu plus oblique, deux patients qui présentent ce genre de variante. Variante suivante, avec ce que l'on appelle la duplication de l'artère vertébrale, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a deux segments qui se réunissent pour former, au final, l'artère vertébrale qui se réunira par la suite avec l'artère vertébrale droite pour former le tronc basilaire. Nous continuons donc la présentation de variantes anatomiques, avec ici ce que l'on appelle l'artère vertébrale droite qui se termine en pica droite, c'est-à-dire que l'artère vertébrale ne monte pas jusqu'à la réunion avec l'artère vertébrale gauche pour former le tronc basilaire, elle s'arrête au niveau de la pica droite. Sur l'image suivante, nous voyons un cas identique pour un patient, mais cette fois-ci du côté gauche.
Pour mémoire, nous rappellerons que la pica est l'artère cérébelleuse inféro-postérieure que nous voyons ici sur cette image et que nous présentons également sur une image avec la base du crâne associée, et nous retrouvons cette pica en rouge sur les deux images. Variante suivante, sur une image de scanner en reconstruction et en MIP, nous voyons que la vertébrale droite, au niveau de son segment V4, comme on dit, possède ce qu'on appelle une fenestration, c'est-à-dire que l'artère s'ouvre et se referme. C'est une variante rencontrée également régulièrement. Pour conclure sur les TSA, qu'il y a plus d'un quart de la population qui possède des variantes anatomiques. Plusieurs sont recensés, sachant qu'il est difficile d'établir des chiffres exacts, puisque ce sont régulièrement des découvertes fortuites. On ne recherche pas les variantes anatomiques. Voici également un article traitant de ce sujet que vous pourrez consulter afin de compléter la présentation sur les TSA. Vascularisation artérielle de l'encéphale. Nous allons donc parler du polygone de Willis, que vous voyez ici sur un schéma anatomique, puis sur une image où l'on retrouve les différents vaisseaux qui constituent ce polygone. Il faut savoir que les artères carotides internes se divisent en artères cérébrales antérieures, en artères cérébrales moyennes, que l'on appelle aussi les sylviennes, et en artères communicantes postérieures. Les artères cérébrales antérieures seront liées par ce que l'on appelle l'artère communicante antérieure. La partie postérieure de ce polygone est constituée des artères cérébrales postérieures qui naissent de la division du tronc basilaire. Sur l'image suivante, nous retrouvons ce polygone de Willis sur les séquences d'angio-IRM. Il faut savoir que moins de la moitié de la population a un polygone parfait ou complet, comme l'on dit. Présentation donc de plusieurs variantes que l'on peut rencontrer en routine clinique sur le polygone de Willis. La première variante que nous voyons ici, ce que l'on appelle l'artère cérébrale postérieure de morphotype fœtal. Il s'agit de l'artère cérébrale postérieure gauche. Nous constatons qu'elle naît de la carotide interne et non pas du tronc basilaire. C'est donc une variante de l'anatomie modale. Sur l'image suivante, c'est l'artère cérébrale postérieure droite, cette fois-ci, qui est de morphotype fœtal. On retrouve cette image donc en axial puis en sagittal. Sur l'image suivante, un autre patient qui a lui les deux artères cérébrales postérieures de morphotype fœtal. Pourquoi utiliser cette appellation d'artère cérébrale postérieure de morphotype fœtal ou de disposition fœtale? Eh bien, l'explication est assez simple. Il faut remonter à la vie embryonnaire et notamment au cours du deuxième mois de vie de l'embryon. Nous proposons d'expliquer de façon assez simpliste et schématique sur des coupes d'IRM la construction du polygone de Willis. Donc initialement, à la fin du premier mois, ce qui sera le cerveau n'est alimenté en sang que par les artères carotides internes. Celles-ci se divisent en artères cérébrales antérieures, moyennes et postérieures. À partir du 28e jour, donc au cours du deuxième mois, va apparaître le tronc basilaire qui se divisera en deux pour donner les deux artères cérébrales postérieures qui vont s'anastomoser avec les artères cérébrales postérieures déjà existantes pour donner les artères cérébrales postérieures définitives, mais lorsque ce développement ne se fait pas de manière modale, on va dire, de façon habituelle, il se peut que le patient garde l'artère cérébrale postérieure qui naît de l'artère carotide interne. Voilà pourquoi, lorsque l'on fait des IRM cérébrales, nous retrouvons des artères cérébrales postérieures de morphotype fœtal, parce que le développement ne s'est pas fait de manière modale. Voilà ainsi en parallèle les images présentant les artères cérébrales de morphotype fœtal, côté droit, côté gauche, ou éventuellement les deux. Sur cette diapositive, nous voyons les différents types de variantes anatomiques qui peuvent apparaître au niveau du polygone de Willis, que vous retrouvez sur radioanatomie.com. 20 variantes existent et vous pouvez les rencontrer au quotidien. Voici quelques autres variantes anatomiques que nous pouvons rencontrer
lors des examens au scanner ou en IRM. Sur cette image, vous voyez un polygone de Willis incomplet, où il manque soit la communicante antérieure gauche, soit la communicante antérieure droite. Sur l'image suivante, une variante un peu plus inhabituelle, avec les deux artères cérébrales antérieures qui naissent de la carotide interne droite. Sur l'image suivante, nous avons les deux artères cérébrales antérieures qui naissent de la carotide interne gauche. Une autre variante rencontrée également, c'est la trifurcation, c'est-à-dire qu'il y a 3 artères cérébrales antérieures et non pas 2, comme vous le voyez sur ces deux images. Enfin, nous allons parler de l'artère trigéminée, ou plutôt, pour utiliser le terme exact, la persistance de l'artère trigéminée. Alors pourquoi utiliser ce terme persistance ? Eh bien, c'est de nouveau par rapport à la vie embryonnaire, où il y a une communication initialement entre le tronc basilaire et les carotides, mais théoriquement cette communication disparaît avec le temps. Il arrive que lors du développement, cette communication persiste. Voilà pourquoi on parle de la persistance de l'artère trigéminée, que vous voyez ici sur ces deux images, en axial et en sagittal, où on voit parfaitement la communication entre le tronc basilaire et l'artère carotide interne. La persistance d'une artère trigéminée est associée à d'autres anomalies, donc dans 25% des cas, et les anomalies sont souvent les anévrismes. Sur l'image suivante, nous faisons un parallèle en fait entre l'anatomie modale et la variante avec la persistance de cette artère trigéminée. Alors pourquoi parle-t-on d'artère trigéminée ? Eh bien, on est au niveau du nerf trijumeau ou des nerfs trijumeaux, le nerf 5. Et sur ces deux images de droite, nous voyons les nerfs trijumeaux entourés en rouge. Et dans la même zone anatomique, si on réalise une séquence TOF pour le patient qui a une artère trigéminée, nous mettons en évidence cette artère. Pour conclure, 2 articles. Le premier qui parle du polygone de Willis incomplet, qui précise qu'il faut être assez vigilant chez les patients qui ont fait une hémorragie méningée et qui possèdent donc une variante anatomique. Et le deuxième article paru dans le journal de neuroradiologie parle des variantes anatomiques du complexe antérieur du cercle artériel à propos d'un cas de trifurcation cérébrale antérieure. 2 articles à lire pour compléter cette présentation. Pour terminer et conclure définitivement, il faut rappeler donc qu'effectivement nous pouvons tous être différents et nous sommes tous égaux, mais la connaissance de l'anatomie vasculaire pour les manipulateurs est un élément essentiel dans notre profession. Elle permet l'anticipation, notamment pour les manipulateurs qui travaillent en salle de neuroradiologie interventionnelle. Elle permet bien sûr un meilleur post-traitement des images puisque on maîtrise cette anatomie. Connaître l'anatomie permet d'avoir un meilleur dialogue avec les radiologues notamment, et cela permet de l'enseigner aux étudiants qui nous sont confiés régulièrement. Le tout se fait au bénéfice du patient qui doit avoir la meilleure prise en charge possible avec des gens compétents.